Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les actus qui font bouger la France, comme tous les vendredis soirs à partir de 19h20. On revient justement sur les actualités qui ont particulièrement mobilisé l'opinion publique française avec nos deux invités. Maxime Thiebaud, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Bonsoir à vous Tom Conan. Bonsoir. Artiste, écrivain, auteur du livre Radical, c'est publié chez Albin Michel. Au programme ce soir avec vous, dans quelques minutes, on reparlera de cette espèce de déconfinement light. C'est ce que devrait annoncer Emmanuel Macron mardi prochain à 20h. Vous le vivrez d'ailleurs sur Sud Radio. Combien de temps le pays peut-il vivre au ralenti? Peut-il se permettre de vivre au ralenti tout l'hiver? Ça risque d'être le cas. On va en parler avec vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, on parle d'une loi très controversée, la loi de sécurité globale. Cette fameuse loi de sécurité globale portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, extrêmement décriée, vous l'avez entendu sur Sud Radio, parce qu'elle prévoit notamment de pénaliser d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la diffusion, je cite, d'images du visage ou tout autre élément d'identification du policier ou du gendarme en intervention, à condition d'ailleurs que ça ait pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Bon, ça c'est l'article 24, il est un peu compliqué. En gros, il interdit de filmer le visage d'un policier, sinon on risque gros, surtout si on le diffuse. Gérald Darmanin, devant la fronde des journalistes, a annoncé qu'il allait modifier cet article, justement pour ne pas empêcher le public d'être informé. Est-ce si grave que ça, Maxime Thiebaud ? Alors moi, ça fait une semaine que je suis vent debout contre cet article, l'article 24, mais aussi l'ensemble de la proposition de loi sécurité globale, parce qu'elle est inconstitutionnelle sur beaucoup de points. Mais pour l'article 24, ce qui est énormément choquant, c'est qu'il a un effet dissuasif. C'est-à-dire que quand vous prenez la lettre de l'article, en fait, on n'apporte strictement rien par rapport à la législation telle qu'elle existe. Cependant, lorsque vous allez voir son application, et c'est là que réside le problème, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les policiers, les gendarmes, dans le cadre, par exemple, de manifestations, parce que c'est là que se situe le problème, vont pouvoir interpeller toute personne qui viendrait à lever son téléphone et à filmer. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une manif qui commence peut-être à y avoir des violences ou qui commence à y avoir une intervention des forces de l'ordre, ils pourront partir du principe qu'il y a un délit flagrant, c'est-à-dire que leur image est diffusée en direct sur les réseaux sociaux et donc ils risquent d'être portés atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Et là, il y aurait une intervention de policiers ou de gendarmes pour interpeller les individus qui viendraient à filmer. Et c'est là où le droit à l'information, la liberté d'expression, la liberté de la presse, parce que ça peut être un journaliste comme un citoyen lambda, sera atteinte. Pourquoi ? Parce que la personne sera interpellée. Alors elle sera vraisemblablement libérée tout de suite après, parce qu'on va se rendre compte que finalement l'infraction n'est pas constituée, donc on peut la libérer. Mais en attendant, on aura privé deux choses. La première, on aura privé à la personne de son droit de manifester. Et secondement, on aura privé aux Français d'avoir une information sur le maintien de l'ordre en France. Parce que la réalité, c'est que la police républicaine qui agit dans le maintien de l'ordre, c'est un service public. Et comme tout service public, elle doit pouvoir être filmée. Il y a une obligation de transparence. Donc moi, je serai présent demain, je le dis, à la manifestation qui aura lieu à Trocadéro, qui est une manifestation déclarée, donc légale, parce que je suis opposé à ces atteintes complètement liberticides. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Maxime. Effectivement, je trouve ça assez choquant. Mais oui, en effet, là, je pense qu'il y a vraiment un accord. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, oui, globalement, c'est clairement ce que je dirais également. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que ça intervient au pire moment, parce que actuellement, il y a quand même, pour des raisons tout à fait extérieures à ce débat-là, des restrictions de liberté très importantes, des suspensions même de certaines libertés publiques essentielles, ce qui est quand même un élément qui arrive très rarement dans l'histoire, pour des raisons liées au Covid, qui peuvent être légitimes. C'est pas le débat ce soir, mais il y a déjà ce moment-là qui est quand même très particulier et très singulier dans notre histoire. Donc c'est vraiment pas, à mon avis, le moment de relancer une polémique sur des questions qui touchent de nouveau aux libertés publiques, aux libertés fondamentales. Et par ailleurs, je voudrais dire que moi je suis pas un grand mélanchoniste.
ministre, mais pour autant je reconnais certaines qualités à ce personnage, et j'écoutais ce qu'il disait à l'Assemblée nationale il y a peu de temps à ce sujet. Il rappelait quand même des éléments assez importants tout de même, le fait notamment, vous savez, qu'on utilise souvent la formule, la première des libertés c'est la sécurité, hein. Sauf que si on va au bout de cette maxime, on peut dire finalement si on a 100% de sécurité, on est libre. Donc sauf qu'en réalité non, si on a 100% de sécurité, c'est-à-dire qu'on a aboli la liberté purement et simplement. Et donc il retourne cette maxime, Mélenchon, en disant non, c'est plutôt l'inverse, la première des sécurités c'est la liberté. Bon après, il ne s'agit pas forcément de faire des jeux de mots, mais en tout cas il y a vraiment un arbitrage à faire entre ces deux principes assez essentiels, et je ne crois pas que l'arbitrage soit bon actuellement dans cette loi, effectivement. C'est très juste. Il y a un élément qui est important, c'est que l'objectif de cette loi, c'est d'assurer la sécurité des forces de l'ordre, que leur intégrité physique, psychique, leur famille soit préservée. Mais si on veut le faire, la loi, elle dit déjà, la législation, elle permet déjà à des magistrats de pouvoir sanctionner des personnes qui véhiculent des messages de haine ou autres sur les réseaux sociaux. Le vrai problème en réalité, c'est qu'on a un laxisme judiciaire. C'est-à-dire que quand vous attrapez des gens qui veulent porter atteinte à la vie des policiers et des gendarmes, eh bien derrière, la justice est assez laxiste et ne prend pas des sanctions qui soient très importantes contre ces gens-là. Donc si en réalité on veut vraiment aider nos policiers atteinte, eh bien il faudrait que la loi soit appliquée, et la loi elle existe déjà, et on n'a pas besoin de créer une nouvelle législation qui va casser le lien de confiance entre la nation et sa police pour venir en réalité, et ça on veut pas l'avouer, c'est tout le cynisme de ce gouvernement, simplement restreindre nos libertés fondamentales. Après une dernière question peut-être juste sur ce sujet à Maxime Thiébaut. Est-ce que cette loi, si elle passe en l'état, telle qu'elle est en train d'être modifiée, est-ce qu'elle peut être retoquée par le Conseil constitutionnel? Je l'espère. Moi je le pense, parce que déjà elle porte atteinte à la liberté d'expression, elle porte atteinte au principe de transparence du service public, il y a beaucoup de débats derrière. Le problème c'est que notre législateur doit respecter la Constitution, premièrement. Deuxièmement, on ne sait jamais ce que le Conseil constitutionnel peut in fine décider, c'est-à-dire se dire après tout pourquoi pas. Donc moi je n'aime pas le gouvernement des juges, donc je me méfie toujours de ce qui peut arriver. Tout avocat que vous êtes, vous n'aimez pas le gouvernement des juges en tout cas. Écoutez, on va continuer à débattre ensemble. Je suis pas avocat, je suis avocat. Maxime Thiébaut, tout élève avocat que vous êtes, vous n'aimez pas le gouvernement des juges, vous avez raison de me reprendre. Restez avec nous, Maxime Thiébaut et Tom Conan. On se retrouve dans un instant. Vous l'avez remarqué, il y a des libertés qui nous manquent en ce moment, celle d'aller faire nos courses librement à n'importe quelle heure. Combien de temps ça va durer? Aller au restaurant, combien de temps ça va durer? Est-ce que la France peut vivre au ralenti tout l'hiver? On en parle dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France, qui parlent des actus qui font bouger la France en ce moment. Nous sommes toujours avec Maxime Thiébaut, docteur en droit, élève avocat, et Tom Conan, écrivain et artiste. À quelle sauce, les amis, serons-nous déconfinés? Serons-nous seulement, ne serait-ce qu'en partie déconfinés? Réponse la semaine prochaine, mardi à 20h. Vous l'écouterez d'ailleurs sur Sud Radio. Emmanuel Macron annoncera un assouplissement du confinement, mais attention, tout ne va pas rouvrir. Vous pourrez probablement faire vos courses dans les magasins pour Noël, et encore on ne sait pas à quelle limite, mais il y a très peu de chances, et même c'est probablement impossible que les restaurants ou les hôtels se mettent à rouvrir d'ici le 1er janvier. Ce qui pose une question: à partir du moment où le virus circule davantage quand il fait assez froid, est-ce que la France risque de vivre au ralenti tout l'hiver, et surtout en a-t-elle les moyens? Maxime Thiébaut. La France, elle vit au ralenti depuis le mois de mars, depuis le 16 mars où on a été confiné. Et ce que je note en réalité, c'est que là, ils veulent nous déconfiner en se fondant notamment sur des chiffres qui sont issus du résultat du couvre-feu. Donc on se rend compte que le confinement n'a pas été si efficace que ça. Et pourtant, il a porté énormément de préjudice à nos commerçants, à nos restaurateurs. Donc moi, je suis assez inquiet, parce que si c'est pour déconfiner, pour nous reconfiner au mois de février, ça ne va pas servir à grand-chose, mis à part coûter encore beaucoup d'argent et endommager énormément nos commerçants. Donc pour le coup, moi je suis assez optimiste quand même, parce que franchement, quand on lit les différentes informations, on est quand même plutôt dans un sens tout de même de ralentissement assez net des contaminations. On n'est pas forcément à l'objectif que Macron souhaitait atteindre, mais 5000 contaminations par jour. Voilà, mais on va sans doute s'en rapprocher. Il y a Jean-François Delfrécy qui disait que peut-être, par exemple pour début janvier, pas pour Noël, mais peut-être pour un peu après, quelques
quelques jours ou quelques semaines après, on pourrait y arriver. Donc non, je pense qu'il y a quand même vraiment de bons espoirs. Là, il faut quand même les noter aussi. Je ne sais pas si c'est forcément lié, on le saura peut-être d'ailleurs, peut-être jamais, si c'est vraiment lié au confinement uniquement ou à d'autres éléments plutôt intrinsèques au virus et à sa circulation. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même redonner. Moi, je suis très axé tout de même sur les éléments psychologiques. Vous savez, je pense que vraiment aujourd'hui, l'apathie individuelle et dans la société et dans les petits commerces, elle est très très présente. Les dépressions, on en a beaucoup parlé sur la station. Évidemment. Et donc, tous les signes positifs doivent être mis en avant. Là, donc, il semblerait que pour les petits commerces, en partie en tout cas, pour effectivement ceux qui étaient considérés comme non essentiels, mais qui ne sont pas effectivement les restos, les bars, pourraient rouvrir bientôt. On a vu aussi que le Black Friday, donc cette opération promotionnelle importante allait être repoussée d'une semaine vraisemblablement avec un accord, y compris donc des plateformes en ligne. Les grandes surfaces, Amazon, voilà, les autres. C'est important et tout ça, ça veut dire, même si évidemment la fenêtre de tir sera très limitée pour les petits commerces en question, ceux qui pourront rouvrir et pour rattraper les pertes de chiffre d'affaires monumentales qu'ils ont déjà encaissées, mais cependant, ça peut quand même se passer peut-être un peu moins pire que prévu s'il y a encore une fois ces quelques semaines où on peut se refaire un peu une santé économique. Ce qui m'inquiète, c'est l'amateurisme de ce gouvernement qu'on supporte depuis 9 mois, qui n'a pas du tout pris en compte la santé dans sa globalité. C'est-à-dire que la santé, c'est pas simplement le Covid et la santé physique. La santé, c'est un principe beaucoup plus complexe, où derrière, et l'OMS le dit très clairement, où vous avez la santé psychique, la santé psychologique. Et le confinement a encore fait augmenter le nombre de dépressions, le nombre de suicides, mais les suicides, on les voit pas. Les suicides, on les compte pas. C'est pas comme les Covid, où les Covid, on les voit. Les suicides, on ne les voit pas. Et il y a énormément de gens qui sont en souffrance. On a des jeunes qui sont en souffrance, des étudiants qui sont fermés dans 10 mètres carrés toute la journée parce qu'il y a le confinement et ils sont obligés de suivre les cours sur ordinateur, ils ne voient plus personne. C'est terrible ce qu'on a fait vivre. Et on ne se rend pas compte qu'en réalité, il y a eu davantage de problèmes à confiner les gens. Et moi, j'étais complètement opposé au confinement. Je trouve que c'était la pire des erreurs. Il fallait certes fermer le soir, le couvre-feu, ce n'était pas une si mauvaise idée, mais si les gestes barrières étaient respectés, pourquoi derrière aller confiner alors qu'on a eu faussement un confinement parce que les gens sont entassés dans le métro? C'est un demi-confinement malgré tout, on peut en parler. Après, honnêtement, je pense qu'actuellement, ce qu'on voit est vraiment ce qu'il ne faudrait pas intuiter dans l'esprit des gens, à mon sens, en tout cas si j'étais à leur place, à ces gouvernants, c'est de ne pas effectivement mettre de déconfinement puis de reconfinement sans arrêt en yo-yo effectivement pendant plusieurs mois, etc. Et donc, en effet, là, je crois que le gouvernement était un peu plus prudent pour ce deuxième confinement puisqu'il a tout de suite dit, vous savez, il y a quand même cette idée qui est irriguée un peu partout et qui est répétée, de dire qu'il n'y aura pas de déconfinement global, total, complet, comme on avait pu avoir au printemps, mais que ce serait un déconfinement progressif. Et je pense que ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, sinon, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir de nouveau ce boost un peu d'adrénaline. On va de nouveau voir nos amis. Moi-même, j'étais vraiment dans cette espèce, non pas d'euphorie, mais voilà, on revoit tout le monde, on va pas forcément faire des courses spécialement, mais on retrouve des sociabilités dans des proportions peut-être un peu plus grandes que la normale. Or là, on sait qu'il y aurait du coup un risque de créer une troisième vague, une quatrième, etc. Donc à mon avis, il faut surtout pas, je suis pas du tout un spécialiste, mais si j'écoute en tout cas prudemment ce que j'entends, vous vous êtes fait reconfiner malgré vous n'avez pas envie de recommencer, c'est ça? Voilà, il faut arrêter surtout les mots. Pas, ça serait la pire des choses. Le problème, c'est qu'il faut arrêter les mots MOTS, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux Français. On les a tellement infantilisés. Mais pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement qui nous a menti. Il nous a menti sur les masques, il nous a menti sur énormément de choses. Il faut responsabiliser les gens. Il faut leur dire, on va arrêter de parler de confinement, déconfinement, gestes barrières, etc. Ce qu'il faut, c'est vous protéger. Vous protéger, c'est mettre le masque, essayer de réduire vos liens sociaux. Pourquoi? Pour que la maladie ne circule pas trop en attendant d'avoir un vaccin. On aurait tenu ce discours-là dès le mois de mars, en disant, là on est obligé de vous confiner parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble la maladie, on va attendre, attention, on va faire attention, on va confiner un mois et demi, et après on ne parle plus de confinement, tout ça, protégez-vous, on vous responsabilise, on vous fait confiance, on ne va pas vous mettre derrière, parce que le problème de ce gouvernement, c'est qu'on a infantilisé les Français en pensant que ce sont des gens qui respectent rien, qui sont individualistes, alors que c'est faux, parce qu'ils ont respecté le confinement. Oui, non, mais on les a peut-être infantilisés, en tout cas dans la perception, ça a pu être perçu comme ça en effet, parce que ça a été tellement brutal et général. Néanmoins, il faut quand même rendre à César ce qu'est à César. Je veux dire, ce virus, il est quand même arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Personne ne l'avait prévu, personne ne l'avait anticipé. Jamais on avait vu
eu, en tout cas dans l'époque contemporaine, un virus avec ce type de caractéristiques. Et donc, ce que je constate quand même, c'est que la France, mais comme en fait la quasi-totalité des pays du monde, ont globalement très mal géré la chose, tout simplement parce qu'en fait, comme c'était très incertain, non, mais la gestion, franchement, elle a été mauvaise dans à peu près tous les pays. En tout cas, elle a été relativement incertaine et peu efficace, et on a ajusté le tir au fur et à mesure. On aurait respecté les textes 30 secondes pour le mot de la fin. On aurait respecté les anticipations qui étaient prévues dans la loi et dans les textes, dans le règlement, c'est-à-dire de prévoir des masques et des stocks de masques. Ce qui était prévu, ça aurait été respecté. On n'aurait pas connu le problème du mois de mars. Ça, c'est certain. Et le problème, c'est que nos dirigeants n'ont pas fait preuve d'anticipation. C'est vrai. En revanche, le reconfinement, on l'a eu malgré les masques, parce que vous avez remarqué que c'est une chose dont parce que la politique publique était mauvaise. Il faut quand même. S'il y a une seconde, Jean-Marie, on peut peut-être quand même juste se féliciter qu'il y a quand même peut-être des vaccins, semblerait, mais peut-être même plusieurs, qui auraient une efficacité assez grande. Donc encore une fois, faut redonner cet espoir aux gens, parce que ça semble quand même réel. Et peut-être le tunnel et la bout du tunnel est plus très loin, à mon avis. Et vivement que le pays de Pasteur sorte aussi dans cette crise et sorte aussi dans cette course et annonce son propre vaccin, parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'aller faire nos courses à Moscou ou à New York. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Maxime Thiebaud, docteur en droit, élève, avocat, encore élève, mais plus pour longtemps, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, c'est publié chez VA Presse. Merci Tom Conan, artiste, écrivain, auteur du livre Radical, c'est publié chez Albin Michel. Les vraies voix qui font bouger la France vous retrouvent dans un instant. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Place à Aurélie Planex sur Bismart et sur Sud Radio. Elle reçoit aujourd'hui Éric Labonadière. C'est le PDG et cofondateur d'Epneos. À tout de suite.